Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce webinaire consacré à l'impact psychologique d'une maladie chronique sur le patient et sur ses proches, tout un programme. Au cours de cette heure et demie que nous allons passer ensemble, nous avons la chance de recevoir deux oratrices qui aborderont tour à tour les impacts psychologiques, psychiques et émotionnels de la maladie. Cette soirée se veut interactive, alors vous aurez la possibilité de poser vos questions à l'issue de chacune des présentations. Alors attention parce que ce webinaire, il est enregistré, il va être diffusé sur YouTube et sur les plateformes. Donc si vous ne souhaitez pas qu'on vous entende, le mieux ce sera de poser vos questions par le chat. Alors avant de commencer, je cède la parole à Monsieur Wanyuffel, président de l'association Arthrite, qui est à l'initiative de ce webinaire. On vous écoute. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue. Et déjà un grand merci à Madame Anne Reisenard d'animer ce webinaire. Merci aussi à Madame Gillot et Madame Brissac qui vont être nos intervenantes. Et nous avons le plaisir d'organiser cette soirée avec la SBL Claire. Et si nous voulons organiser cette soirée, c'est parce que ça nous semblait important de nous informer sur cette partie importante de la maladie qui est l'impact psychologique sur nous-mêmes, les patients, mais aussi et surtout peut-être sur nos proches. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à poser vos questions, mais Anne va vous expliquer comment faire et je lui rends la parole. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup, Monsieur Wanyuffel. Avant de passer à nos deux oratrices, quelques mots sur l'association Claire qui s'est associée à Arthrite dans l'organisation de ce webinaire. Donc, l'association Claire, c'est une association de patients qui défend les patients en Belgique francophone, donc en Wallonie et à Bruxelles, et cela autour de 6 pathologies inflammatoires rhumatismales, parmi lesquelles il y a la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite. Cette association, elle donne de l'information aux patients. Elle représente les patients auprès des organisations fédérales ou régionales comme l'INAMI ou l'ALUS. Je ne sais pas si vous connaissez. L'ALUS, c'est la Ligue des usagers des soins de santé. Cette association, elle soutient aussi les associations de patients, comme par exemple l'association Arthrite qui est à l'initiative de ce webinaire ce soir. Il y a des groupes spécifiques pour les jeunes de 18 à 35 ans. Ce groupe s'appelle Rhuma Jeunes. Et puis, ils organisent également des formations pour former à ce qu'on appelle des patients experts. Ce sont des personnes qui vont s'investir dans la recherche, qui vont former les professionnels de la santé à la réalité des patients plutôt que uniquement à la maladie. Ils vont aussi rédiger des contenus informatifs pour les patients, organiser des groupes de parole entre patients, etc. Donc, pour votre information, la prochaine session de cette formation, elle a lieu en février 2025. Alors, pas de panique, ça n'est pas quelque chose de très lourd, hein. Il y a 2 heures par semaine en distanciel et les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 15 décembre. Vous trouverez toutes les informations sur le site de l'association Claire, claire.be, C-L-A-I-R. Voilà pour les quelques informations sur nos hôtes de ce soir, hein. Merci encore à Monsieur Wanyuffel et à Monsieur Eckhout, qu'on verra peut-être tout à l'heure. Et sans plus attendre, eh bien voilà, je vais céder la parole à Madame Marie-Paule Gillot. Alors, Madame Gillot va nous parler des impacts psychiques et émotionnels d'une maladie chronique sur les proches. Alors, Madame Gillot, elle est médecin généraliste. Elle a travaillé à la maison médicale de Ransard en région charleroi. Et elle est également psychothérapeute depuis 2018. Elle reçoit en consultation, mais elle anime également des groupes thérapeutiques et des ateliers sur des thématiques telles que la communication, la gestion du stress, les émotions, etc. Mais sans plus attendre, je vais lui laisser elle-même vous expliquer ce dont elle va nous parler ce soir. Elle va nous parler donc des émotions, de l'impact des maladies de longue durée, puis elle va vous donner quelques pistes pour vous aider à traverser ces maladies. Madame Gillot, nous vous écoutons. Voilà.
Bonsoir à tout le monde. Merci, Madame Reinhardt. En fait, je vais faire une petite correction. Je suis psychothérapeute depuis beaucoup plus longtemps. En 2018, j'ai arrêté de travailler officiellement, mais je fais de la psychothérapie depuis très, très, très longtemps. Alors, en fait, si ce soir je peux partager des choses avec vous, euh, les personnes qui nous écoutent là maintenant, c'est parce que je les ai apprises, bien sûr, dans mes formations, mais aussi parce que en travaillant et en accompagnant des personnes, ces personnes m'ont partagé leur souffrance, ce qu'est pour elles une maladie de longue durée. Et j'ai donc ouvert grand les yeux, j'ai beaucoup appris du vécu. Et ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est un peu vous rendre ce que j'ai appris, entre autres, en travaillant avec ces personnes qui m'ont fait confiance. Alors, l'impact psychologique et émotionnel de la maladie de longue durée, vous savez beaucoup mieux que moi ce que c'est. Je vais simplement vous le rappeler, mettre des mots dessus. Et en fait, la première chose, je pense, c'est qu'au moment de l'annonce de la maladie, il y a un terrible choc. Ce choc, je le lisais il n'y a pas longtemps, une patiente disait, c'est pour moi recevoir un mur en pleine figure. Et je le crois vraiment. Et ce mur qu'on reçoit en pleine figure, il crée un vide, il crée un trou immense, mais c'est aussi une porte ouverte, une immense porte sur un avenir tout à fait différent de ce que vous aviez prévu. C'est une porte qui ouvre sur des angoisses, sur des tas de questions, des questions pratiques, des questions de sens, des questions par rapport à nos relations avec nos proches, au niveau professionnel, etc. C'est aussi un moment donné où je pense, nous sommes tous conscients qu'on va vers la fin, qu'on va mourir. On est tous conscients qu'on va vieillir, qu'on va perdre des compétences. Mais nous vivons en général comme si nous étions éternels. Et je pense que quand on reçoit un diagnostic aussi lourd, cette notion, ce fantasme d'éternité qui nous fait croire que la vie va quand même couler, eh bien, il est transformé. Je crois qu'on est vraiment interpellé dans eh ben, je suis vraiment mortelle. Eh bien, ma santé, c'est pas pour toujours. Et donc, je pense que ça, c'est vraiment un choc énorme. Et cette porte ouverte, c'est aussi une porte ouverte sur une série de deuils. On doit tous faire des deuils. Depuis toujours dans notre vie et jusqu'au bout, on fait des deuils, plus ou moins grands, plus ou moins petits. Mais tout d'un coup, c'est un grand nombre de deuils qui se précipitent et qui s'invitent dans vos vies ou dans nos vies. Et ce que je me propose de faire ce soir, c'est en fait de nommer brièvement, mais ce que vous savez beaucoup mieux que moi, les deuils que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontrés, c'est le deuil de la santé. J'aimais bien un ami médecin qui vivait dans un pays de dictature qui me disait, tu sais, la santé, c'est comme la liberté, c'est une couronne qui est au-dessus de la tête des gens qui sont libres ou bien de la tête des gens qui sont en bonne santé, mais il n'y a que les malades ou que les gens privés de liberté qui voient ça, qui voient cette santé. Et c'est vrai qu'on n'est pas conscient de notre santé tant que ça va bien. Il y a le deuil de la santé, il y a le deuil de la force, il y a le deuil de notre élégance, de notre souplesse, de notre puissance. Il y a le deuil de l'image que nous avons de nous. Tout d'un coup, je ne suis plus cette personne que j'imaginais complète, que j'imaginais pas parfaite, mais compétente, à l'aise dans son corps. J'ai une image de moi et tout d'un coup, on me dit, mais non, c'est pas ça. Et puis, je dois faire le deuil aussi de ce que mon environnement, proche ou lointain, se fait de moi. L'image qu'il a de moi ou que je l'imagine qu'il a de moi. Mais c'est un deuil. Je vais faire le deuil de ma place dans la société. Je vais changer peut-être de travail, je vais travailler moins, je vais travailler différemment. C'est un gros changement. La manière dont je suis en relation avec mon environnement va changer. Si moi j'étais quelqu'un toujours en forme, compétente, dynamique, peut-être que je vais avec la fatigue ne pas pouvoir être comme ça. Et donc, ça va changer plein de choses autour de moi.
Et alors, nous avons tous le fantasme qu'on a quand même de la puissance, hein, qu'on peut quand même contrôler les choses. Et puis tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas contrôler. Et donc, tous ces deuils que nous traversons, je pense que ce n'est pas inintéressant, pour ne pas dire que c'est intéressant, d'en connaître le déroulement, de voir un peu les différentes étapes que nous avons déjà traversées et que nous traverserons encore, parce que le fait de les comprendre, de voir quel est le déroulement de ce processus, ça ne va pas m'empêcher de souffrir, mais ça met des mots. Et quand on met des mots, on se met un peu à distance, on comprend, donc on peut un peu réfléchir et on peut peut-être mieux gérer toutes ces étapes, tous ces passages que nous avons à faire. Et je me dis bien, ça n'enlève pas la difficulté, ça aide. Oui, ça, je pense que c'est vrai. Et donc, si je reprends les étapes du deuil, ben, la première, c'est celle dont je vous ai parlé, c'est le choc qui me sidère, qui fait que peut-être je vais rien comprendre à ce que le toubib me raconte, peut-être que je vais ni comprendre ni entendre. Et donc, c'est important parce que si je n'entends pas, si je ne comprends pas, j'aurai des besoins bien spécifiques à satisfaire, c'est-à-dire réavoir des informations. On va parler un peu de ça tout à l'heure, mais en tout cas, c'est important. L'étape suivante, c'est ce qu'on appelle le déni. Bien sûr, je sais que j'ai un diagnostic qui a été posé, mais à l'intérieur de moi, il y a une différence entre je sais là et je sais dans mes tripes. Et il y a une partie de moi pour amortir le choc qui me met un espèce de matelas pour quand je tombe, que ça fasse mal, mais pas trop mal. Et je vais commencer par me dire peut-être, ouais, c'est peut-être pas si grave que ce que le médecin vient de me dire. Moi, j'ai de la volonté, moi, alors peut-être que ça va aller, ça ira. Ou bien, moi, si je continue à faire très attention, ça se passera pas si mal, c'est pas une maladie. Enfin, moi, je vais y échapper, en fait. Et on fait ça, et c'est pas volontaire, c'est pas du mensonge, c'est normal. C'est quelque chose qui est mis entre nos mains, peut-être, pour que nous amortissions la chute, pour que nous amortissions le choc. Ça dure plus ou moins longtemps. Vous savez, ça me fait un peu penser, par exemple, je pense à un malade à qui on avait diagnostiqué un cancer et qui était paralysé à partir de la taille et qui demande à ses enfants, et qu'on ne pouvait pas le traiter non plus. C'était au moment où les traitements étaient moins fréquents et moins efficaces que maintenant. Et puis il demande à ses enfants, écoutez, réservez un peu un endroit dans le sud de la France pour aller tous ensemble en vacances. C'était de l'ordre de l'inimaginable, c'était impossible à faire ça. Mais c'était important pour cette personne de continuer à y croire pendant un certain temps, jusqu'au jour où, peut-être pas longtemps après, elle s'est dit, mais enfin, c'est un fantasme, c'est un rêve, mais c'était nécessaire pour apprivoiser la maladie et la fin de vie ici. Ça s'appelle le déni. Et puis, il y a une autre étape qui suit, en général, c'est la révolte, c'est la colère. C'est vraiment trop injuste. Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour que ça m'arrive? Et quand je pense, moi j'ai tel âge, j'ai plein de projets, j'ai des enfants, ou j'ai pas d'enfants, mais j'ai une compagne, un compagnon, ou j'ai des projets dans ma créativité. Pourquoi ça m'arrive à mon âge, alors qu'il y a ces vieilles personnes qui ont déjà fait toute leur vie et qui sont en santé resplendissante? Quelle injustice, il y a de quoi vraiment être fâché. C'est normal, c'est tout à fait normal, et c'est inévitable. Cette colère, cette révolte, ça peut être contre la vie. On entend aussi la phrase: «Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir ça?» Ou si un bon Dieu existe, je n'y crois plus. Et puis, on peut avoir cette colère contre soi et se dire: «Mais nom d'une pipe! Pourquoi est-ce que j'ai pas profité convenablement? Pourquoi j'ai pas fait ce voyage avant d'avoir des problèmes de santé? Pourquoi est-ce que quand on m'a dit: "Allez, viens, viens avec nous, on va le faire, c'est un beau projet"», j'ai dit: «Non, non, pas maintenant, plus tard. C'est malin, j'aurais dû». Et on peut être vraiment comme ça avec
plein de raisons de se rendre coupable, parce que je ne me suis pas bien soignée, parce que je n'ai pas pris soin de mon corps, parce que ceci, parce que cela. Peut-être qu'il y a des facteurs qui ont favorisé, pas dans la maladie rhumatismale nécessairement, mais dans un cancer un cancer du poumon. Oui, bien sûr, mais la culpabilité, ça n'a jamais aidé personne. Et cette colère, ben, on va la mettre quelque part. Alors, il y a un autre endroit où on va mettre sa colère très facilement, c'est sur les autres. Sur ce médecin qui m'a donné le diagnostic, et vous vous rendez pas compte les mots qu'il a employés. Il a été trop vite, il a fait ceci, il a fait cela. Sur mon conjoint, mon ami qui ne se rend pas compte, il vient me raconter ce qu'il a fait d'agréable et moi je peux plus faire ça. Sur quelqu'un qui est inadéquat, je demande un service et puis on me le rend à l'envers. Il y a de quoi être irrité quand même. Mais cette colère, qui a parfois de bonnes raisons d'être là, elle est parfois tout à fait disproportionnée. Et quand on va parler tantôt des aidants proches, je pense que c'est naturel qu'à certains moments, ce soit sur nos proches que nous déversions notre tension. Et en même temps, c'est pas très juste. Et donc, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à bien comprendre sur cette étape pour que les choses se passent au mieux, et pour moi, et pour les gens qui m'accompagnent. Et puis, il y a une autre étape que je sais moins bien expliquer, moi. C'est le marchandage. Mais on en parle un peu partout, donc je vais essayer de vous l'expliquer. C'est un peu quelque chose comme si je fais ceci ou cela, ça n'évoluera pas. Si je reste calme, à mon avis, ça se passera mieux. Si je vais demander de l'aide dans les médecines parallèles, et je ne dis pas que les médecines parallèles ne sont pas bonnes, elles sont bonnes, elles peuvent être vraiment aidantes, mais c'est croire que là, il y aura le miracle. Ben, il n'y a pas souvent de miracle dans la vie. Il y en a peut-être, mais il n'y en a pas souvent. Et on va essayer de marchander comme ça à l'intérieur de sa tête. C'est comme quand on était petit, hein. Si je ne marche pas sur les lignes des carrelages en allant à l'école, je n'aurai pas les mauvaises questions. Donc, on essaye ça, on essaye de se rassurer. Donc, il y a le choc, le déni, la révolte, le marchandage, la peur. Mais oui, bien sûr que je vais avoir des peurs, bien sûr que je vais avoir des angoisses. Forcément, je perds tous les points de repère que j'avais. Par rapport à mon travail peut-être, par rapport à toutes mes habitudes de vie, par rapport à est-ce que mon conjoint, mon ami, ma compagne, mes parents, mes enfants vont tenir le coup avec moi si je ne suis plus la même personne, si je suis moins compétente, si j'ai des difficultés physiques. Qu'est-ce qui va se passer dans mes relations? Il y a de quoi avoir peur. Peur dans l'avenir, c'est normal. Et puis, il y a une période quand même aussi importante qui est la période de tristesse. C'est une période importante où en général, on a peur de tomber dans la dépression ou bien votre entourage dit: «Bon, ça y est, il déprime, c'est la cata» ou «Elle déprime, c'est la cata». Eh bien non, la tristesse, elle est normale, elle est indispensable et c'est sans doute le début du chemin vers l'acceptation. Quand je suis dans la colère, je voudrais que ça change, que ça n'existe pas ou que ça se passe autrement. Quand je suis dans la tristesse, je suis beaucoup plus dans: «Eh bien, je n'aurai plus» et je reconnais et je commence à sentir et c'est le début de en tout cas, c'est la conscience. J'ai de l'énergie plutôt dans ma conscience de: «J'ai perdu, je n'aurai plus». Mais ça rend profondément triste, ça donne vraiment envie de pleurer, ça nous coupe les ailes. Et c'est un sentiment qui est indispensable. On est un peu à ce moment-là comme un gros sac de larmes qui essaye de sortir, qui ne sait pas sortir ou bien que je n'ose pas faire sortir. Mais c'est normal, c'est une étape normale et qui est peut-être une étape qui annonce quelque chose de meilleur. Et puis il y a le pardon. On peut pardonner un peu plus facilement à la vie qui nous inflige cette situation.
On peut pardonner peut-être plus facilement, se pardonner à soi-même, pardonner aux autres. Et puis, on arrive dans une étape encore un peu différente, qui est la résignation. La résignation, c'est, ben, faut faire avec, quoi. C'est, ben, je vais vivre malgré tout. Et c'est encore une étape, parce qu'on est déjà en train de reprendre un peu d'énergie de vie. On est déjà un peu vers quelque chose de meilleur, mais c'est encore un peu lourd, c'est un peu passif, c'est faut bien. Et progressivement, par rapport à une perte, l'autre perte, une autre perte, on arrive, pour chaque deuil, j'ai envie de dire, et peut-être pour le deuil principal qui est le deuil de ma santé, on arrive progressivement à l'acceptation. L'acceptation, c'est pas faire comme si ça n'existait pas. Ça, c'est le déni. L'acceptation, c'est ne pas, ce n'est pas ne pas voir ce que j'ai perdu. Je le sais, c'est réel. L'acceptation, c'est commencer à avoir de nouveau envie de vivre. C'est la vie qui reprend sa place, qui reprend de l'énergie. C'est en fait, je dirais la phrase, c'est je vis ma vie avec ma maladie. Je vis ma vie avec mon handicap. Je m'aime avec mes manques, avec mes incompétences, avec mon handicap, avec ma maladie. C'est le moment où ça commence à prendre du sens. C'est le moment où je peux me dire, mais je ne suis pas ce handicap, je ne suis pas cette maladie, je suis moi, quelqu'un de bien, quelqu'un de digne, quelqu'un d'honorable, quelqu'un d'aimable, avec ça, comme on peut être avec un nez de travers, ou comme on peut être avec des cheveux roux, des cheveux blancs, des cheveux noirs. Je suis quelqu'un d'important, je suis moi. Et c'est un moi qui m'apaise, qui me donne l'envie de reprendre ma vie en main. Même si je n'ai pas lâché ma vie, parce que si je suis arrivée là, c'est que j'avais ma vie en main, mais de le faire dans une autre dynamique, dans quelque chose de plus léger. Mais je suis sûre que vous en savez 10 fois plus que moi là-dessus, en tout cas par rapport à la santé. Dans l'acceptation, c'est aussi je vis au présent. Et c'est à ce moment-là qu'on peut commencer, sans doute à faire avec plus de facilité des projets adaptés à ma situation. C'est à ce moment-là qu'on peut réaliser peut-être tout ce qu'on a déjà réalisé pendant toute cette période de deuil, toute la force qu'on y a mise, toute l'énergie qu'on a mis, toute la patience qu'on a mis. Et une dame qui s'appelle Marion Sélenay, vient de faire un film il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Marion ou la métamorphose, un magnifique film où elle raconte, c'est une personne qui a eu un diagnostic de myopathie, et dans ce film, elle raconte son cheminement, et elle termine, je trouve, avec une phrase qui m'a vraiment touchée, devant laquelle moi je m'incline, vraiment. Elle dit « guérir ». J'ai guéri, dit-elle, pardon, j'ai guéri de mon désir de guérir. J'ai guéri de mon désir de guérir. Je vous donnerai les coordonnées de ce film tout à l'heure. Je pense que ça vaut vraiment la peine si vous avez l'occasion, si vous avez envie, il faut avoir envie, mais c'est vraiment quelque chose qui traduit bien le chemin qu'on a à faire quand on a reçu un diagnostic aussi difficile. Voilà, alors si je peux continuer, mais je vais demander à Anne de me dire si je peux encore Aucun intervenir souci. pour parler de facilité. Oui? Aucun souci. D'accord, ok. Alors, oui, ce que j'ai encore envie de vous dire, j'ai oublié sur le deuil, qui est extrêmement important. Quelques grandes idées, mais très importantes. La première, je l'ai déjà dit, toutes ces étapes, elles sont normales.
C'est normal d'être fâché, c'est normal de faire du déni, c'est normal d'avoir peur et d'être triste. Tout ça, c'est normal. Et donc, si c'est normal, il faut l'accepter. C'est même essentiel. Essentiel. On y reste dans les étapes plus ou moins longtemps, suivant notre caractère, notre histoire, des tas de raisons. Mais on y passe et c'est normal. La deuxième chose, c'est que cette trajectoire qui va du choc au déni, puis tout ce que je vous ai raconté, jusqu'à l'acceptation, ce n'est pas quelque chose de tout droit. On ne fait pas une étape puis l'autre et puis on tourne la page. Non. On fait des allers-retours. Tout d'un coup, on se dit « Oh, mais je suis moins fâchée, je suis moins tendue, je suis moins agressive, je suis moins stressée, tendue. Ah, c'est bien. Oui, je suis dans la tristesse. La Madame Gillot, elle m'a parlé de la tristesse, mais oui, maintenant, je suis plutôt là-dedans, je suis un peu déprimée. Et bardaf, 3 semaines après, je suis de nouveau tendue. C'est normal. Je fais des allers-retours. Alors, notre environnement, quand on est dans la dépression, ils n'aiment pas parce qu'ils ont peur. C'est normal aussi. Et puis, quand on sort de la dépression et qu'on a l'air d'accepter que ça va mieux, on est plus résigné, ils se disent « Ouf, ça y est, il est sauvé, elle est sauvée. » Puis, bardaf, de nouveau, je suis un peu accablé, je suis plus dépressif. Et les gens s'alarment. Tu devrais prendre un antidépresseur, tu devrais... Peut-être. Et peut-être que c'est juste un passage et que j'ai besoin de nouveau de pleurer et de me coucouner parce que je suis vraiment trop triste. Donc, c'est important de savoir que ce n'est pas une trajectoire, ce sont des allers-retours jusqu'à ce que ça s'apaise, que ça aille mieux et que je sois dans plus d'acceptation. Alors, on a parlé des émotions dans tout ça, la tristesse, la colère, la peur, et bien tout ça, c'est important de connaître. On pourra peut-être en reparler à un autre moment, parce que quand on sait à quoi servent les émotions et comment on peut les gérer, ah ben, on aide le processus et on s'aide soi-même. Et alors, une chose très, très importante, et vous en parlerez tantôt avec Sigrid, mais ce qui est très important, c'est de savoir que tout notre entourage dans ces situations-là vit aussi des deuils parallèles. Comme je vous ai dit qu'on faisait des zigzags, il faut savoir que notre entourage fait aussi des zigzags. Et que parfois, quand moi je suis triste, eux, ils sont plutôt un peu tendus. Et peut-être que quand moi je suis plein d'énergie, eux, ils sont un peu dépressifs ou en tout cas avec moins d'énergie. C'est un peu compliqué tout ça, mais c'est la réalité. Et quand on sait ça, on peut un peu mieux comprendre, se comprendre mutuellement. Et ça, c'est vraiment essentiel parce que plus on va se comprendre, plus facile ce sera pour avancer, plus facile ce sera pour s'entraider. Donc ça, c'est sur le deuil. Et donc, l'impact du diagnostic de la maladie dans ma vie. Ce qui est important, c'est peut-être de trouver quelles sont les aides que je peux avoir ou me donner à chaque étape. Alors, j'en ai listé quelques-unes. Vous en avez sûrement d'autres à proposer, et ça, c'est très bien, mais moi, je vais faire avec ce que je sais. Je vous ai dit, le choc, ben, je peux ne rien retenir, ne rien comprendre. Ce qui est vraiment important, c'est si j'ai rien compris, c'est de demander un deuxième rendez-vous. C'est de demander peut-être à quelqu'un de m'accompagner, mais je parie que vous faites ça. C'est de faire un listing avec toutes les questions que j'ai. Et peut-être de commencer la consultation, si c'est chez un médecin ou un soignant, en disant « J'ai beaucoup de choses à vous demander et je voudrais vraiment avoir des réponses à toutes mes questions. » Alors, peut-être que la réponse ne sera pas ce que je veux, peut-être que ce sera « Je ne sais pas vous dire madame ou monsieur », mais j'aurai une réponse. Je suis responsable de demander ce dont j'ai besoin. Là, j'ai du pouvoir. Je n'ai pas du pouvoir sur toutes les réponses, mais j'ai du pouvoir sur les demandes que je fais qui répondent à mes besoins. Les demandes.
Je peux aussi me renseigner dans les groupes dont on a parlé tantôt, le groupe arthrite ou des groupes d'accompagnants, de soignants, de groupes de parole où il y a des expériences, où il y a des gens qui peuvent me donner des informations. Je peux lire aussi. Maintenant, avec Internet, je peux aller voir beaucoup de choses, mais je dois bien trier les endroits où je vais voir. Quand je suis dans le déni, en fait, je pense qu'à certains moments, ça c'est une projection, mais je crois quand même. Et de toute façon, ça arrive à un moment ou l'autre. Si ce n'est pas dans le déni, on contacte une solitude profonde. Nous, les humains, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'à un certain niveau de moi-même, je suis tout à fait seule. C'est moi qui vis ma vie. C'est moi qui vis quand j'ai mal, c'est moi qui vis quand je suis triste, c'est moi qui vis à l'intérieur de moi. Donc, quelque part, je suis seule. Et je vais devoir affronter ma vie seule. Mais je peux veiller à être soutenue, je peux veiller à être accompagnée, je peux avoir des gens qui me donnent la main, des gens qui me prêtent leurs oreilles, qui m'ouvrent leur cœur, qui m'accompagnent. Mais pour ça, il faut que je dise, il faut que j'ose dire à des personnes que je vais considérer comme des bonnes personnes, il faut que j'ose dire ce que je vis pour être entendue, pour être soutenue, pour être écoutée et puis soutenue. Et comment faire pour trouver une bonne personne? Ben d'abord, on le sait un peu avec son nez, on pense que quand même telle personne, je peux lui faire confiance. Mais si on veut qu'elle soit bonne au maximum de ce qu'elle peut être, je n'ai pas dit parfaite, mais c'est moi qui vais lui donner des indications. Peut-être que je vais vouloir dire mon vécu et dire que je suis triste, par exemple, mais que je n'ai pas envie qu'elle me dise: «Oui, mais t'en fais pas, oui, mais c'est pas grave, je crois que tu devrais faire comme ça, tu sais, je connais, il faut faire ça» et ça va pas me convenir. Ma responsabilité, c'est de dire à cette personne: «Je voudrais que tu écoutes ce que j'ai à te dire. Est-ce que tu es d'accord de ne rien me dire?» Maintenant, si je veux des conseils, c'est: «J'ai envie de te partager et je voudrais des conseils. J'ai envie que tu m'écoutes, juste mettre ta main pour que je sente que tu es là, mais rien d'autre. Ou bien non, j'aime pas d'être touchée». Cette façon de demander va faire que je vais avoir en face de moi quelqu'un qui va pouvoir s'ajuster. Nous allons nous ajuster l'un à l'autre. Et je vais encore dire un truc sur la demande. Parfois, on a envie de dire son vécu et on va le dire entre deux portes. Ben, on risque de pas être bien écouté. Et je pense que la meilleure façon, c'est de dire: «Tiens, j'ai envie de te partager quelque chose d'important là. Quand est-ce qu'on peut le faire? Tu as le temps maintenant, un quart d'heure ou tu as pas le temps?» Ça, c'est ce qui nous permet d'être bien entendus. Oh, ça s'apprend, hein, parfois on rate, hein, mais c'est pas grave, on recommence après. Donc, dans le déni, peut-être la solitude, mais cette solitude, on va la retrouver plusieurs fois. Ce qui peut m'aider quand je suis dans la révolte, c'est d'abord de reconnaître que je suis fâchée. J'ai une boule là, qu'est-ce que j'ai? Eh ben, est-ce que je ne serais pas fâchée par hasard? Non, non, je ne sais pas avaler. Oui, oui, d'accord. J'ai des raisons de ne pas savoir avaler? Non. Est-ce que je ne serais pas comme ça, moi, quand je suis fâchée? Ou bien j'attrape très, très mal au dos parfois. Et le médecin m'a dit que j'avais rien. Peut-être que je suis fâchée. Je peux vous donner un exemple. J'étais en réunion à un moment donné, à certaines heures, enfin certains jours. C'était bizarre, j'attrapais mal au dos chaque fois. Mais le lendemain, je pouvais jardiner. C'était bizarre. Puis je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose qui me dérange très fort dans la réunion et je suis fâchée, mais je ne le dis pas. C'était pas une bonne idée. Mais enfin, j'ai compris que j'étais fâchée. Après, je ne vous raconterai pas comment j'ai fait. Donc, reconnaître qu'on est fâché. Puis se dire, ben, dans ma situation, c'est normal. Mais je ne peux pas faire n'importe quoi avec ça. Parce que sinon, ça risque d'être plus grave. Si je commence à me fâcher sur tout le monde, je ne vais pas avoir vraiment de l'aide nécessaire. Si je suis fâchée sur moi, je dois vraiment réfléchir, mais peut-être que là, si j'ai de la culpabilité, parce que la culpabilité, c'est être fâché sur soi. Si c'est ça et que ça m'handicape et que ça me gêne et que je ne sais pas gérer ça,
c'est peut-être le moment de demander de l'aide d'un professionnel de la santé. Ça, je crois que c'est important. Si je suis fâchée contre les autres, oh ben, il y a bien 36 raisons d'être fâchée contre les autres. Il ne fait pas bien ça pour moi, je voudrais bien qu'il me téléphone, mais il ne me téléphone pas. Il me raconte elle me raconte toutes les belles petites choses qu'elle fait en couture, et moi maintenant, avec mes mains, comme elles sont malades, je ne sais plus, j'en ai marre qu'elle me raconte tous ces petits bricolages, elle ne se rend pas compte. Ben non, elle ne se rend peut-être pas compte, et j'ai besoin de faire quelque chose avec ça. Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Mais c'est de voir si je peux transformer ce sentiment en une demande. Ça me ferait plaisir que tu ne me racontes plus tout ça parce que pour moi, c'est trop difficile. Donc, on peut faire des demandes pour que les choses s'améliorent. Mais avouons-le, quand nous sommes tendus pour des tas de raisons extérieures, c'est très facile de déborder et de faire payer non pas à la situation extérieure ou aux gens extérieurs, notre révolte ou notre colère, et c'est plus facile d'être un peu agressif ou un peu tendu avec un enfant qui a renversé quelque chose sur la table ou avec un conjoint ou une compagne qui est un peu inadéquat ou n'importe quoi. Ça arrive à tout le monde. Et quand on est dans des périodes difficiles de notre vie, ça nous arrive peut-être un peu trop souvent. Je pense que quelque chose qui est très aidant pour avancer dans la vie et être aidé, parce on a besoin d'aide quand on est malade. Donc, il faut vraiment aussi respecter son environnement qui doit assumer aussi, qui nous aide, qui nous assume, enfin, qui assume des choses pour nous. Je pense que quand on a débordé, quand on a fait payer une facture à quelqu'un qui ne devait pas avoir la facture, ou quand on l'a fait payer une somme faramineuse à quelqu'un qui avait besoin d'une toute petite facture, je pense qu'on doit avoir la sagesse de s'excuser. S'excuser, ce n'est pas s'humilier, ce n'est pas se mettre à plat ventre. S'excuser, c'est reconnaître qu'on s'est trompé. On est toujours quelqu'un de bien, mais qu'on s'est trompé, qu'on a débordé, qu'on s'est fâché un peu trop fort ou inadéquatement. Je pense que ça, c'est aidant pour traverser plus facilement toutes ces difficultés. Alors, par rapport à ça, ben, on a quand même des tensions, hein, parce que c'est quand même pas juste d'être malade. C'est peut-être important d'apprendre, peut-être à faire du yoga, peut-être à faire de la méditation pour que notre seuil de tension soit plus raisonnable. C'est peut-être le moment d'écouter de la musique, d'apprendre à respirer profondément pour essayer de se détendre. Et quand vraiment on a trop d'énergie, parce que ça va pas, quoi. C'est trop dur et je sens que j'y arrive pas. C'est important que cette tension, si on ne veut pas la faire sortir sur les autres, parce que quand même on est des chouettes personnes et qu'on n'a pas envie de faire du mal, je pense qu'il faut essayer de vider cette tension. Alors on peut la vider, ben, si on sait encore marcher, si on sait encore faire un peu d'activité physique, etc., il faut le faire. Ça fait un bien fou. Ça fait décharger l'énergie inutile plutôt que de la mettre à l'extérieur, là où il ne faut pas, ou de la mettre dans son corps. Mais ça peut être aussi, si on ne peut plus aller courir, si on ne peut plus aller marcher, ça peut être chanter. Ça peut même être parfois crier. Alors, vous vous arrangez pour ne pas effrayer votre voisinage, pour ne pas crier trop fort ou faire mal à la gorge, mais sortir cette énergie. Alors moi, j'ai un truc que j'ai dit à tout le monde. Vous prenez un bon essuie de toilette parce qu'ils sont un peu plus costauds et vous commencez comme un torchon là, et vous commencez à le tordre et vous sortez tout ce que vous avez à dire en espérant que vous avez encore cette force dans les mains parce que parfois c'est pas possible, mais si vous pouvez, vous sortez toute cette force, toute cette énergie inutile en disant peut-être des vilains mots que personne ne peut entendre pour vous détendre. Croyez-moi, faites un jour ça une fois et vous verrez que c'est efficace. Par rapport à la peur, c'est vraiment se dire aussi, c'est normal, mais réfléchir, j'ai peur de perdre mon travail, c'est peut-être voir avec le médecin du travail ce qu'on peut faire. C'est voir quels sont les dangers que j'imagine et puis essayer d'aller trouver des solutions. C'est
Qu'est-ce qui se passe pour les aides au niveau, est-ce que j'ai encore du temps, moi? Au niveau aide matérielle ou aide psychologique, me renseigner où je peux en trouver. Il nous reste 5 minutes. Eh bien, ça va aller, j'ai fini, presque. Donc, il y a, par rapport à la tristesse, c'est normal d'avoir envie de pleurer. On ne se noie jamais dans ses larmes. Par contre, dans ses larmes ravalées, on peut se faire du tort. Et c'est parfois important de dire à son environnement, laissez-moi pleurer, c'est pas grave, ça va passer, mais j'ai besoin de pleurer. N'essayez pas de me consoler. Il faut que je me donne la permission de pleurer devant quelqu'un, tout seul, mais que je me donne cette permission. Et parfois, c'est important d'avoir de l'aide aussi de l'extérieur pour pouvoir, chez un psy, pour pouvoir pleurer tout son chou. Parce que quand on pleure, parfois, il y a des vieilles souffrances qui apparaissent aussi. Et donc, on a peur de se noyer là-dedans, mais ça ne peut faire que du bien. Si c'est trop, il faut se faire accompagner. La dernière chose, je crois que c'est la dernière. Pour arriver à l'acceptation, au pardon, il faut avoir reconstruit et continuer à construire une bonne image de soi. Une bonne image de soi, c'est retrouver la fierté d'être soi, d'être un être humain à part entière, même s'il y a des manques. Et un petit truc que je trouve qui peut être très, très aidant. Bien sûr, l'extérieur peut me le dire, les amis, toutes mes relations sociales et affectives peuvent me l'apporter. Mais c'est important que moi, je construise le fond de mon panier dans lequel les autres peuvent venir mettre des signes de reconnaissance. Et une façon que je trouve aidante, c'est peut-être tous les jours de prendre 5 minutes, de se poser 3 questions. De quoi suis-je fière de moi aujourd'hui? Oh, j'ai rien fait de spécial. Si. Peut-être j'ai osé aller me reposer une demi-heure. Peut-être j'ai lâché prise sur ça. Peut-être j'ai fait tel effort. Peut-être j'ai écouté quelqu'un avec attention. J'ai envie de dire n'importe quoi. Voyez ce que vous avez fait de chouette aujourd'hui. Et remerciez-vous. Soyez dans la gratitude pour ça. Puis après, qu'est-ce que j'ai reçu aujourd'hui? Bon, rien. Tiens donc. Peut-être quelqu'un qui m'a fait un sourire, peut-être quelqu'un qui m'a rendu un petit service, peut-être que j'ai reçu un petit mot dans ma boîte aux lettres, pas une facture. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et troisième chose, qu'est-ce que la vie m'a offert? Qu'est-ce que j'ai vécu de bien? Oh, rien. C'est gai, tiens, tantôt, je voyais la pluie qui tombait, c'était joli, les petits machins qui se passaient sur mon carreau. Ça, c'est une petite chose, mais ça peut être des grandes choses aussi. Juste se donner un temps pour ça, un temps de gratitude. J'ai une grande amie décédée maintenant qui m'a toujours dit, Marie-Paul, la vertu du deuil, ce qui est à cultiver pour nous aider à traverser le deuil, c'est la gratitude. Ah ben, par exemple, dire merci aux gens qui m'ont aidé. Mais je peux être contente d'y avoir pensé. Peut-être un quart d'heure après, mais c'est pas grave. La gratitude nous aide et ça me donne aussi la permission de mesurer combien je suis bon à l'intérieur, combien je suis quelqu'un d'important. Je pense vous avoir dit plein de choses que je pensais vous partager. Si vous avez des questions, on les prendra. Et voilà. Merci de m'avoir écouté, mais je ne vous vois pas. Donc ça, c'est très drôle. Oui, c'est vrai que c'est particulier. Et merci beaucoup, Madame Gillot, pour cet exposé, pour ce partage autour des étapes du deuil, des émotions. Je pense qu'on est nombreux à avoir beaucoup de gratitude pour cet exposé aujourd'hui. Il y a quelques commentaires dans le chat dont je vais me faire l'écho. Nous avons Dominique Bragard qui nous dit que sur une note positive, je dirais que l'annonce du diagnostic met fin à une errance médicale, parfois longue. Oui. Au moins, on trouve une explication à son mal.
ce à quoi Madame Isabelle Deleuze rajoute, et parfois, ça ouvre des possibilités de traitement enfin efficaces. Effectivement, tout à fait. Ça, je crois que c'est important et que ce choc, effectivement, il peut être compensé par ce que ces 2 personnes viennent de dire. Je crois que c'est important. Tout à fait, tout à fait. Nous avons une Merci. question d'Églantine qui nous demande: est-il possible que le déni se manifeste par une question du genre: est-ce que le docteur ne se serait pas trompé dans mon diagnostic? Ben oui, tout à fait. Alors bon, il y a une réalité. On peut se dire, bon, je ne vais pas très confiance dans cette personne, mais le déni, c'est aussi ça. Quand quelqu'un nous a bien expliqué le pourquoi et le comment il arrive à ce diagnostic, c'est une façon de dire, bon, je l'ai entendu, mais je ne veux pas le savoir. Et je ne veux pas le savoir n'a rien de péjoratif. Hmm. C'est le temps d'apprivoiser cette réponse. Et est-ce que dans certains cas, malgré tout, il ne vaut pas mieux quand même un deuxième avis? Tout à fait. On peut demander un deuxième avis, bien sûr. Si j'ai envie de dire, enfin, je peux me tromper, mais j'ai envie de dire, j'y crois pas, et à l'intérieur, tout au fond, tout en vrai, et je sais que je vais pas aller demander un second avis, mais Mhm. si je me dis: «Ah non, non, c'est pas possible, je n'y crois pas et c'est pas possible», alors oui, allez demander un second avis. Ça me paraît effectivement très, très sage. Et alors, Monsieur Wagnuffel, peut-être peut-il se joindre à nous, nous a fait part d'un commentaire à propos de la révolte par rapport à Oui. la solitude. Il nous dit: je me suis souvent dit que je ne voulais pas embêter mes proches et je gardais mes douleurs pour moi. C'est une mauvaise chose. L'échange constructif avec nos proches nous aide à avancer et les valorise. Est-ce que Monsieur Oui. Wagnuffel, vous voulez intervenir et nous dire de quoi précisément vous vouliez parler? Simplement, ben, c'est ce que j'ai mis là, qu'on a tendance à s'enfermer, se renfermer sur soi-même et que c'est pas une bonne chose. Que euh, les proches et ceux qui nous aiment ont plus envie de nous voir parler et de discuter de notre maladie, de discuter de nos douleurs, que de s'enfermer. Et c'est un réflexe que, en tout cas moi, je ne sais pas les autres, que moi j'ai eu au début de ma maladie, c'est de m'enfermer de moi-même et de ne pas vouloir en discuter avec eux parce que je souffrais. Mais dans la souffrance, il faut pouvoir le dire et Mmh, pouvoir le partager. mmh. Et quelque part, ça valorise nos aidants proches. Enfin, peut-être que Madame Brissac en parlera. Ça les valorise aussi parce qu'eux, ils ont envie de nous aider. Voilà. Oui. Je peux rajouter quelque chose. Je pense que c'est intéressant vraiment ce que tu dis parce que en plus, on a l'expérience tous que quand on a pu aider quelqu'un, on a une satisfaction aussi. Et donc, on oublie parfois, on imagine qu'on va ennuyer, on imagine que les autres vont être trop tracassés, on imagine des tas de choses. J'ai oublié de dire que dans la demande, il faut oser demander, il faut oser dire et ne pas imaginer. Ce que l'autre va penser, on ne sait pas. Mmh. La seule chose que il me semble qui est intéressant, c'est de vérifier le moment où on le fait. Parce que c'est parfois pas le bon moment. Et alors on est étonné parfois de la réponse ou de l'attitude de l'autre qui se distancie. Et je pense que juste se vérifier, j'ai envie de partager, est-ce qu'on est disponible tous les deux en fait? Mmh. Mais je crois que tu as raison. On a tendance à s'enfermer et à essayer de cacher parce qu'on n'a pas envie d'ennuyer, on n'a pas envie on a sa fierté aussi. Comme on perd son Mmh. image, on a aussi une fierté de ne pas Mmh. montrer que c'est à travers. Mmh. Oui, Et c'est tout à peut-être fait juste. peut-être qu'on peut faire le lien, on va voir quelle belle transition avec Madame Brissac, avec ce côté justement qui protège qui finalement. Peut-être Mhm. que l'aidant cherche à aider le patient et que inversement le patient lui-même aussi veut protéger les aidants. Est-ce qu'il y a encore, je m'adresse là aux personnes qui nous écoutent, une intervention, une question que vous aimeriez poser avant que nous passions à l'intervenant suivant?
pouvez lever votre main ou écrire dans le chat. Je ne vois pas de questions, Madame Gillot. Il nous reste à vous remercier pour cette intervention. N'hésitez pas à intervenir encore. Vous restez avec nous jusqu'à la fin du webinaire, hein. Oui, oui, Donc, oui, oui. s'il y a des nouvelles interventions, de nouvelles questions, n'hésitez pas à venir. Églantine vous dit merci et plusieurs personnes vous disent merci dans le chat. Merci, merci aussi pour votre confiance. Je vais éteindre mon affaire. Madame de Blecker Voilà. nous dit l'ennui de notre Ouais. maladie, c'est qu'elle ne se voit pas, effectivement, hein. Ah oui. On reviendra peut-être sur ce point juste après l'intervention de Madame Brissac. Madame Brissac, bienvenue. Vous allez nous parler de l'impact psychologique des maladies chroniques sur les proches. Vous êtes une infirmière en santé communautaire de formation. Vous avez un master en ingénierie et action sociale et une formation en direction de maisons de repos, si je ne m'abuse. Vous avez travaillé dans le secteur de la toxicomanie pendant une dizaine d'années, puis des personnes âgées à domicile. Et depuis 8 ans, vous êtes chargé de projet à la SBL Aidants Proches, dont vous allez nous dire quelques mots, je pense, avant de nous parler de l'impact psychologique d'une maladie chronique sur les proches. Et je vais mettre les slides que vous nous avez proposés. On vous écoute, Madame Brissac. Voilà, bonsoir à tout le monde. Donc voilà, Anne a un petit peu dit qui j'étais. Et donc, je ne suis pas psychologue de formation. Donc, je vais d'abord vous dire quelques mots, en effet, sur l'ASBL dans laquelle je travaille. C'est une ASBL qui donc a été créée justement pour soutenir, reconnaître, valoriser le rôle des proches, le rôle des aidants proches. Et donc, notre ASBL est active en région wallonne. Elle est active sur toute la région. Elle existe depuis une bonne quinzaine d'années. Et au départ de notre structure ont été créées une ASBL sur la région bruxelloise et une ASBL qui s'adresse spécifiquement aux jeunes aidants, les enfants, les adolescents, les jeunes adultes, finalement les jeunes de moins de 25 ans qui souvent sont encore à l'école et du coup dépendants financièrement notamment de leurs parents. Alors notre ASBL, elle s'adresse à 3 publics. Alors bien sûr les aidants, et on a une permanence psychosociale à l'attention des aidants qui se fait en région wallonne uniquement par téléphone. Le territoire est trop étendu par rapport à l'équipe. Et pour les aidants, donc cette permanence, l'idée c'est vraiment un lieu d'écoute, d'information, de réorientation vers le réseau. Et c'est une permanence qui peut être utilisée aussi bien par les aidants que par les personnes aidées. C'est assez fréquent que les personnes aidées, les personnes malades nous appellent parce qu'ils sont inquiets pour leurs proches, parce que voilà, il y a parfois un sentiment de culpabilité ou parce que parfois l'aide apportée est importante et donc ils se font du souci et qu'ils veulent pouvoir aussi aider leurs proches, hein, finalement, un jeu de rendu, je vais dire. Et c'est une permanence qui est aussi accessible aux professionnels. Alors justement, ces professionnels, les médecins, infirmiers, assistants sociaux, kinés, ergothérapeutes, aides familiales parfois, sont des personnes qui dans leur formation et dans leur pratique s'adressent aux patients, hein, à la personne en situation de handicap, à la personne âgée. Et donc, nous, on travaille vraiment avec eux sur une sensibilisation, une formation à ce que, au-delà de s'adresser évidemment aux patients, à son bien-être, à sa santé, qu'ils aient aussi un regard attentif aux proches qui, dans certaines circonstances, quand ce sont des pathologies lourdes, chroniques, évolutives, mais le proche peut aussi, j'en parlerai un petit mot évidemment, avoir des impacts sur sa propre santé, sur son vécu, avoir des besoins qui lui sont propres. Et donc voilà, on demande aux professionnels d'être aussi attentifs au vécu, aux besoins des proches, parce que pour que ces derniers puissent continuer leur soutien à la personne malade, atteinte d'une déficience, ben, il faut qu'ils aillent bien eux-mêmes. Et puis le dernier public auquel on
vers qui on va, je vais dire, ce sont les politiques au sens large, hein, que ce soit le pouvoir fédéral, régional ou même communal, un petit peu comme les associations de patients. On a un rôle de lobbying parce que, de nouveau, parfois l'aide apportée est très importante. Elle a des gros impacts sur la vie professionnelle, parfois des aidants, hein, un peu comme pour les patients. Et donc, voilà, ce qu'on essaye, ce qu'on témoigne auprès des politiques, c'est que l'aide est un élan naturel, hein, qui est apporté aux proches qui va moins bien, mais qui ne faut pas que ça génère une double peine chez l'aidant, qu'il perd tous ses droits, qu'il ait des impacts sur sa santé. Et donc, on pense vraiment que les pouvoirs publics, comme les professionnels, ont un rôle à jouer dans le soutien des aidants. Et puis, on a des actions plus transversales qui essayent de visibiliser un petit peu ces personnes, hein, ce million de personnes. Les aidants, ça représente plus d'1 million de personnes en Belgique, pas évidemment uniquement sur les pathologies inflammatoires rhumatismales, hein, sur l'ensemble des pathologies. Et donc, voilà, il y a une journée des aidants le 21 juin, il y a une semaine des aidants proches, hein, c'était la première semaine du mois d'octobre, et un petit peu comme toutes les associations de patients, quel que soit le type de pathologie, ben, on a un site internet, des newsletters, etc. Donc, voilà un petit peu pour ce qui est de l'ASB Les Dents Proches, de notre rôle. Et voilà, c'est vrai que ça peut être, voilà, l'ASB L'Arthrite, hein, et l'ASB Claire m'ont demandé d'intervenir aux côtés de Madame Gillot. Ça peut être un petit peu particulier, évidemment, d'intervenir et de mettre en avant finalement ce que vivent les aidants, et notamment les impacts psychologiques que peut avoir l'accompagnement sur eux. Quand on parle, j'imagine que dans le public, ce sont essentiellement des personnes atteintes par la maladie. Mais voilà, j'espère qu'il y a aussi à côté de vous quelques aidants. Et puis surtout de rappeler que c'est pas parce qu'on est malade qu'on n'est pas soi-même aidant de quelqu'un d'autre. C'est quand même très fréquent au cours de sa vie. Ben, évidemment, la maladie touche un petit peu tout le monde, hein, et on ne sait pas trop quand. Mais les danses aussi, c'est un petit peu ce constat à l'ASBL, c'est qu'on est tous un jour ou l'autre aidant d'un de nos proches, un parent vieillissant, un conjoint malade, un enfant en situation de handicap, un ami gravement malade. Voilà, c'est vraiment dans le parcours de vie quelque chose qui est assez fréquent, alors parfois à des degrés divers, mais en tout cas, ça nous touche tous. Et donc, le message que j'apporte ici, ben voilà, c'est vrai qu'il s'adresse d'abord aux aidants, mais parmi vous, certains, en plus voilà, de la pathologie dans laquelle avec laquelle vous vivez, mais voilà, vous êtes peut-être aussi pour d'autres pathologies, pour d'autres déficiences, aidant d'un de vos proches. Alors, je ne suis pas du tout une experte des pathologies inflammatoires rhumatismales, donc notre association est généraliste, et c'est vrai qu'on réoriente les aidants et les proches aidés vers les associations de patients plus spécifiques pour avoir des informations vraiment sur la maladie, sur les types de traitements, etc. C'est vrai que pour nous, le partenariat, on parlait tout à l'heure de la LUS, mais voilà, et avec les associations de patients est quelque chose de très important. Alors, parler des aidants proches, c'est d'abord parler d'une réalité un petit peu invisible. On disait hein, que la pathologie, une dame s'exprimait dans le chat, c'est que ce qui est difficile, c'est que cette pathologie est souvent invisible. Le rôle des aidants, il est malheureusement dans la société encore trop invisibilisé, encore trop méconnu. Et c'est vrai que ça paraît normal d'épauler un proche malade, un proche parfois avec certaines pertes d'autonomie. Euh, voilà, ça paraît normal. C'est pas pour ça que c'est un long fleuve tranquille. Et j'ai envie de commencer mon intervention en disant que par rapport à la précédente intervention de Madame Gillot, je trouve qu'il y a énormément de parallélismes, mais aussi des nuances entre le vécu de la personne atteinte d'une maladie et celui de ses proches. Il y a un parallélisme dans
toutes les étapes par lesquelles on passe à l'annonce du diagnostic, mais aussi parfois d'un traitement qui fonctionne plus. Voilà, ce sont toutes des étapes que chacun vit différemment, évidemment, mais les proches aussi reçoivent ce diagnostic de manière violente. Ce diagnostic a un impact, évidemment, sur tout l'entourage de la personne malade. Il y a un parallélisme dans les besoins, dans les attentes, parfois dans la culpabilité, dans les émotions vécues. Au niveau des étapes de deuil, pour le proche aussi, d'une certaine manière, il doit parfois progressivement faire le deuil de l'autre comme il l'a connu, de l'avenir comme il l'imaginait, tout comme la personne malade. Évidemment, quand on fait partie de la même famille, cette maladie, elle impacte toute la famille. Je pense que une phrase que j'ai entendue il n'y a pas tellement longtemps lors d'un colloque qui était prononcée par Walter Esbin, qui est lui-même infirmier, qui travaille maintenant en France, même s'il est belge, et qui a un long parcours en éthique des soins de santé. Il disait: chacun vit comme il le peut ce qu'il a à vivre lorsque la maladie surgit ou que la dépendance s'installe. Et il disait à travers cette phrase que finalement, le fait que chacun vit, ça dépasse un petit peu les repères que nous, par exemple, on a comme professionnels, que individuellement, on a sur ce que l'autre, comment l'autre va vivre les choses. On lit ce que l'autre vit à travers nos propres représentations. Et c'est vrai pour la personne malade, si la maladie a déjà été présente dans la famille, dans son entourage propre, il va parfois le vivre différemment que celui pour qui, voilà, au niveau de ses proches, il a très peu été confronté à la maladie. C'est la même chose pour les aidants proches. Voilà, en fonction que lui a peut-être déjà été malade, voilà, il va vivre la maladie de son proche différemment. Et donc, finalement, ce que Walter Esbin nous disait, c'est qu'il n'y a pas de petite et de grande maladie. Finalement, il n'y a que la maladie qui me touche moi, ou qui touche mon entourage, qui me fait souffrir, et que je ne suis pas non plus uniquement ma maladie. Et donc ça, pour les aidants, c'est important aussi à avoir en tête, c'est que le proche, il n'est pas uniquement un malade, il reste le conjoint ou l'enfant ou le parent ou l'ami, il reste avec une vie professionnelle, avec un groupe social, des amis, etc. Il n'est pas que sa maladie. Donc, chacun vit comme il le peut. Et donc, comme il le peut, c'est aussi le fait de se dire que toutes les situations, finalement, sont dignes d'intérêt. Il y a des maladies qui sont plus ou moins sévères. Il n'y a pas à avoir une échelle de toi, ce que tu vis, c'est pas très grave. La maladie dont tu souffres, ce n'est pas très grave. Finalement, chacun vit les choses comme il le peut. Et c'est important de prendre au sérieux la souffrance de l'autre, de la souffrance du proche malade, mais aussi la souffrance de l'entourage. Et puis aussi, ce que Walter Esbin nous disait à ce colloque, il parlait donc à des professionnels, c'était important de se rappeler comme professionnel, ou peut-être si vous êtes actif, certains d'entre vous, dans les associations de patients, c'est la question de la première fois. Comme professionnel, comme infirmier, comme médecin, surtout quand on est spécialiste dans un type de pathologie, quand on annonce un diagnostic, quand on suit des patients et leurs proches, finalement, c'est un petit peu une routine, c'est une habitude. On connaît un petit peu les évolutions, on connaît les traitements. Voilà, même si évidemment, chaque pathologie, chaque personne est particulière. Voilà, il y a un petit peu une routine, une habitude, et dans le langage, ça peut, ou dans la distance, ça peut parfois se ressentir. Mais pour le proche qui vit la maladie, pour son entourage, c'est souvent la première fois. La première fois qu'il y aura cette annonce de diagnostic, qu'il y aura certains effets de la maladie. Et donc souvent, c'est vrai en tant que professionnel, on oublie parfois un petit peu cet aspect de nouveauté, d'apprivoiser la maladie, d'apprivoiser à vivre avec. Pour les professionnels, c'est parfois devenu un petit peu routinier. Alors, comme je le disais, il y a des similitudes dans les vécus, mais
il y a aussi des nuances. Pour chacun, la personne malade comme ses proches, il y a des volets objectifs. Le type de maladie, la sévérité de la maladie, peut-être les ressources dont dispose à la fois la personne malade, mais son entourage aussi, des ressources financières, matérielles, d'entourage. Parfois, on peut être malade et très isolé, on peut être aidant proche et très isolé, ou au contraire, avoir énormément de soutien bienveillant autour de soi. Mais il y a aussi pour chacun un vécu, des compétences, et les compétences, c'est aussi bien émotionnelles, des compétences d'organisation, parfois de gestion de la douleur, de mobilisation de son réseau, de connaissance des démarches administratives peut-être à aller activer. Voilà, il y a des choses qui sont très personnelles et du coup, pour le proche malade comme pour son entourage, il y a un vécu qui est beaucoup plus subjectif. Chacun va gérer l'inquiétude tout à fait différemment. La gestion des traitements, la gestion des rendez-vous, et tout ça, ce vécu va être différent, mais les besoins pourront aussi différer d'une personne à l'autre et même d'un aidant à l'autre, évidemment. Même quand on vit une situation d'aidance un peu similaire, c'est vrai qu'on rappelle aux aidants, on rappelle aux professionnels aussi que les aidants vivent ça de manière personnelle. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire du vécu des proches de manière assez généraliste? De nouveau, je ne suis pas du tout une spécialiste. C'est que la grande majorité des aidants proches choisissent plus ou moins volontairement le soutien qu'ils apportent à leurs proches malades. Et c'est pas pour autant que l'accompagnement se passe forcément toujours sereinement. Dans la durée, parfois, la maladie évolue, l'aide qui est assumée par les proches peut parfois devenir, et c'est parfois culpabilisant, évidemment, je parlais de similitude dans la culpabilité, même s'il y a beaucoup de nuances, parfois les aidants assument une charge importante. L'aidant parfois met un petit peu sa vie entre parenthèses, ne semble vivre que préoccupé par la santé de l'autre, ce qui peut être dur aussi pour la personne malade. Alors finalement, ce qu'on invite les aidants à réfléchir, c'est à se demander quel sens a le soutien qu'il apporte pour lui. C'est vraiment de réfléchir, évidemment, c'est mon conjoint, c'est ma maman, c'est mon fils, ma fille, mais quel sens cette aide a pour lui? Parce que la manière, le sens que cette aide a, fait qu'il va vivre cette aide totalement différemment. Il faut qu'il y trouve un sens. Alors, un autre point que je voulais aborder, c'est la question de la reconnaissance. Et de nouveau, cette question, elle touche aussi bien la personne malade que ses proches. Ici, je vais me focaliser un peu plus sur la reconnaissance des aidants proches. D'abord, dire que peu d'aidants proches se reconnaissent comme tels. Cette notion même, cette terminologie qui est de plus en plus utilisée au niveau des professionnels, aidants proches, est encore très méconnue, on va dire, du grand public, de monsieur et madame tout le monde. Et avant d'être aidants proches, finalement, les personnes sont un conjoint, un enfant, un ami, un parent. Avec l'apparition d'une maladie invalidante, la relation peut prendre un autre tournant avec finalement l'aide qui est apportée, une aide qui peut être très diverse, qui est parfois et très souvent, majoritairement, un soutien émotionnel, un encouragement à aller, quand le patient a un peu des bas, à dire allez, ça va aller, accroche-toi, etc. Un soutien émotionnel, parfois un soutien dans les soins, dans les traitements à prendre, à subir, à appliquer, dans les régimes alimentaires, une aide au déplacement parfois, quand la maladie est invalidante, qu'on ne peut plus conduire, l'accompagnement aux rendez-vous médicaux pour notamment entendre aussi, on parlait du choc des annonces, mais avoir une personne proche qui entend ce que le médecin dit peut aider après à aider le proche malade à prendre du recul, à repréciser un petit peu les choses. Et donc finalement,
l'équilibre entre le rôle de proche et le rôle d'aidant n'est pas toujours simple à trouver. Donc, à l'ASBL, peut-être la manière dont on définit ce terme aidant proche, c'est toute personne, hein, et donc pour nous, ce ne sont pas uniquement les membres de la famille, même si dans la toute grande majorité, surtout quand l'aide est importante, ce sont des membres de la famille et de la famille au premier degré qui l'assument. Donc c'est toute personne, comme je disais, ça peut être aussi un ami, un voisin, qui épaule une personne en déficit d'autonomie en raison de son état de santé, et donc lié à une maladie, un handicap, au grand âge. Et finalement, ce rôle, ce qui est important à clarifier, c'est qu'il se joue en dehors d'un cadre de travail. Et donc, les aidants n'ont pas de formation, hein, les infirmiers, les médecins, ils ont toute une formation, les aidants pas. Ils n'ont pas de congés payés, ils n'ont pas d'assurance incapacité de travail, hein, s'ils sont eux-mêmes malades. Mais c'est pas pour ça que forcément le rôle sera repris par quelqu'un d'autre. Euh, donc voilà, en dehors d'un cadre de travail, en dehors d'une rémunération professionnelle, mais aussi c'est un rôle qui est exercé en dehors du cadre du volontariat. Et nous, on apporte cette nuance parce que parfois, il y a un petit peu de confusion entre les deux. Les associations de bénévoles nous disent, mais finalement, nous aussi, c'est en dehors du cadre de travail, on n'est pas rémunéré pour ce rôle qu'on joue et qui est notamment une présence auprès des personnes malades, auprès des personnes âgés, hein, qui sont un peu plus isolés, mais sauf que le volontaire, il décide de s'engager dans une association de volontariat en mettant des limites assez claires, en disant, ben, moi, je veux bien être disponible le lundi et le jeudi après-midi pour faire ce type de prestations, hein, soit faire de l'aide au transport des personnes malades, soit aller faire des visites à domicile pour rompre un peu la solitude, pour permettre aux gens de parler de ce qui les tracasse. Les aidants, ils ont souvent assez peu de limites parce que souvent ils habitent avec le proche malade et donc c'est un petit peu du 24 heures sur 24. Et souvent les aidants, ils ne se reconnaissent pas, ils ne s'identifient pas et ils minimisent le rôle. Comme professionnel, et ça m'est arrivé avec des proches à moi, hein, des cousins qui épaulaient une de mes tantes quand même très malade, quand je leur disais, ben, finalement, en plus d'être ses fils et ses filles, vous avez pris un rôle d'aidant proche, ils me disaient, mais non, de quoi tu viens? Et donc voilà, même quand on leur dit, les aidants ont du mal à reconnaître ce rôle et minimisent un petit peu ce rôle de nouveau parce que voilà, ça fait partie un petit peu de la solidarité avec un proche malade, un élan spontané, naturel de l'épauler quand il vit des difficultés. Pourtant, maintenant, depuis une dizaine d'années, la société reconnaît aussi ce rôle. Il y a une loi qui reconnaît le rôle des aidants. Alors, elle a été votée il y a 10 ans, en 2014. Elle n'a pu être mise en œuvre qu'il y a 4 ans. Mais donc, c'est important à savoir aussi que nos hommes et nos femmes politiques ont écrit dans des textes de loi qu'ils reconnaissent ce rôle. Alors, évidemment, le petit bémol qu'on met à cette étape qui nous semble importante de reconnaissance avec cette loi, c'est qu'actuellement, les droits et les soutiens qui sont associés à cette loi sont assez faibles. Et donc, c'est vrai que je ne vais pas du tout rentrer dans les détails aujourd'hui des dispositifs qui existent pour les aidants, mais voilà, vous pouvez toujours contacter l'ASBL un prochain jour pour vous renseigner. Et c'est notamment des dispositifs pour essayer de concilier un petit peu mieux parfois une activité professionnelle et un rôle d'aidant. Donc voilà, depuis 10 ans, une loi existe et qui reconnaît les aidants proches. Alors, c'est vrai que la reconnaissance, et les aidants nous le disent souvent, ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes, hein, ils ne s'auto-reconnaissent pas, comme on dit un petit peu dans notre jargon, mais par contre, c'est un des premiers besoins qu'ils expriment, c'est d'être reconnus pour ce qu'ils font par leurs proches malades, mais aussi par les professionnels, par les pouvoirs publics. Parce que c'est vrai que pas mal d'études montrent que finalement le soutien qu'apportent les proches aux personnes malades, aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap, ben, ça fait faire finalement d'une certaine manière des économies énormes
au pouvoir public, au système de santé. Si les proches n'étaient pas là au quotidien, on connaît tous, on entend tous parler des pénuries de professionnels qui existent depuis 10-15 ans, mais même au-delà de ça, si on devait transformer en aide professionnelle tout ce qui est réalisé par les aidants, ce serait impayable par la sécurité sociale. Et donc, c'est vrai que les aidants, ils attendent aussi des pouvoirs publics un peu de reconnaissance pour finalement ces économies qu'ils leur font faire, même si de nouveau, ça part d'un élan spontané. Alors, trop d'aidants aussi par rapport aux professionnels, et c'est surtout le cas à l'hôpital, nous disent qu'ils sont complètement invisibles aux yeux des professionnels. Et pourtant, c'est vrai que quand on travaille avec les professionnels, le message qu'on leur passe, c'est ça vous prendrait pas beaucoup de temps, ça vous demanderait pas beaucoup d'énergie de demander aussi aux proches, et vous, comment allez-vous? Et ça, c'est une manière de reconnaître leur rôle, de quoi avez-vous besoin? Est-ce que voilà, l'aide que vous apportez, est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez besoin de relais? Les professionnels connaissent quand même pas mal de dispositifs aussi qui existent. Alors, un petit peu comme les personnes malades, les aidants ont besoin d'informations sur la maladie, sur les perspectives, ce qu'ils peuvent faire pour leurs proches. Hein. Marie-Paul Géot le disait, les proches ont envie de rendre service. Ils savent, c'est parfois, ils savent pas trop bien comment, peur de froisser l'autre. Hein. Je l'ai vécu avec mes parents pour une pathologie très aiguë, mais très limitée dans le temps, où mon papa s'était fait opérer de l'épaule et donc avait quand même pas mal d'incapacités pour couper sa viande, pour s'habiller. Et c'est vrai que maman, voilà, voulait lui donner un coup de main, mais en fonction de son humeur, soit il la rabrouait en disant mais ça va, je suis quand même pas handicapée, je peux me débrouiller, soit au contraire, si elle ne proposait pas assez vite son aide, c'était mais enfin tu vois bien que j'y arrive pas, aide-moi. Et donc voilà, pour le conjoint, pour l'aidant, c'est pas toujours facile de trouver le bon équilibre. Et aussi en fonction de l'évolution de la pathologie, de la douleur, ben voilà, la personne malade, ben voilà, il y a des jours où ça ira bien, des jours où ça ira moins bien, où elle aura besoin d'un peu plus d'aide. Et voilà, cette communication, ce dialogue, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour les deux parties, je vais dire, de pouvoir exprimer ce qui est difficile, quand est-ce qu'on a besoin d'aide et sous quelle forme. Et pour l'aidant, c'est important aussi de pouvoir dire qu'il a des limites, que ça peut pas être du 24 heures sur 24, parce que sinon, lui aussi va s'épuiser. L'aidant a aussi parfois besoin de savoir un peu les gestes qu'il peut faire. Hein. Parfois, quand c'est pour aider pour un traitement ou pour mobiliser, euh, voilà, et ça, finalement, le patient lui-même peut aussi lui dire, ben, quand tu fais comme ça, c'est voilà, c'est mieux pour moi. Et petit à petit, ben, l'aidant souvent devient même plus expert que les professionnels. Il sent mieux quand un traitement fonctionne mieux que les professionnels. Ils sentent quand leur proche est plus douloureux, quand quelque chose leur convient, leur humeur aussi, leurs émotions varient. Ben, voilà, les proches qui vivent au quotidien, évidemment, ressentent tout ça beaucoup plus que les professionnels. Et un dernier besoin qui est souvent exprimé pour les aidants, et de nouveau ici je fais des généralités et pas forcément spécifiquement par rapport aux pathologies dont on parle aujourd'hui, mais c'est le besoin de répit, le besoin de pause, le besoin de mettre des limites, le besoin de ne pas penser uniquement à la maladie et au soutien apporté aux proches. Et je pense que le patient a ce même besoin, c'est de parfois ne pas penser toujours à la maladie, ne pas parler que de ça avec son entourage, mais voilà, d'aborder des sujets un peu plus légers, aborder voilà, les autres vécus qu'il vit, hein, peut-être encore en activité professionnelle, dans sa vie sociale, avec ses amis, sa famille élargie. Alors, un impact, au niveau des impacts et du vécu des aidants,
souvent, ils sont liés un petit peu avec l'intensité, évidemment, de la pathologie et l'intensité des déficiences vécues par le proche. Mais c'est vrai que quand l'aide est importante, il faut pas que l'aidant néglige les impacts que la maladie du proche, que le soutien qui lui est apporté peut avoir sur sa propre santé, sa santé physique, parce que parfois, l'aidant qui met un peu le focus sur la santé de son proche, oublie les petits signaux de son corps, oublie, mais peut-être parfois de côté ses propres rendez-vous médicaux, hein, les rendez-vous de prévention. Ben voilà, une douleur à l'épaule, ben oui, je verrai ça plus tard. Pour l'instant, il y a plus urgent. Et donc voilà, vraiment des impacts sur la santé physique. L'inquiétude, le stress peuvent aussi entraîner des impacts sur sa santé mentale, hein, avec parfois des moments de découragement, d'épuisement, mais aussi sur sa santé émotionnelle. Marie-Paul l'a bien dit, l'aidant aussi peut vivre toutes les émotions qui traversent la personne aidée, parfois au même moment, parfois pas du tout au même moment. Mais donc voilà, c'est vrai que les aidants ont un petit peu toutes ces conséquences aussi. De nouveau, la maladie touche une personne évidemment dans son corps et c'est elle qui est impactée majoritairement, mais voilà, les impacts, ils ont des ricochets sur les proches. Et c'est vrai que ce qui est important à avoir en tête pour l'aidant, c'est de se dire que au mieux il va, au mieux voilà, il apporte cette aide sereinement, au mieux la personne aidée ira. Et c'est vrai que l'inverse est égal aussi. Quand la personne aidée arrive à gérer sa douleur, mais finalement à accepter sa maladie, à décider de vivre avec, de vivre tout ce qui peut encore être très chouette à côté. Ben voilà, de nouveau, c'est quand l'un va moins bien, ben l'autre, par la force des choses, va aller moins bien aussi. Et donc voilà, c'est important pour les deux de demander l'aide qui est nécessaire pour aller le mieux possible. Et finalement, demander de l'aide, ben voilà, pour l'un comme pour l'autre, ce n'est pas facile. Et peut-être que c'est encore plus difficile pour l'aidant, parce qu'il se dit, ben, ce n'est pas moi qui suis malade. Mais prendre conscience que l'aidant n'est pas seul, qu'il a un entourage plus élargi, hein, souvent c'est le conjoint ou un des enfants ou un des parents qui prend ce rôle d'aidant de manière plus importante, mais souvent autour de lui, il y a d'autres proches qui peuvent le relayer. Voilà, avoir conscience qu'il y a aussi des professionnels autour de soi, c'est important, et les solliciter. Mais donc, la première étape, évidemment, c'est de se reconnaître aidant et de reconnaître, de prendre conscience le sens qu'a cette aide et l'importance qu'a cette aide, hein, parce que ça peut être j'aide d'un petit doigt ou j'aide jusqu'au cou, hein, en fonction de la pathologie vécue par le proche. Les professionnels, et on le constate aussi, les aidants qui nous appellent à l'ASBL sont souvent vraiment très loin au niveau des émotions, hein. C'est pas rare qu'on a des aidants vraiment en larmes, tellement ce qu'ils vivent est difficile. Ils ont du mal à le partager, du mal à le partager aussi avec le proche malade. Et l'inverse, de nouveau, est vrai aussi, hein. On en a parlé avec Madame Gillot. Mais donc voilà, l'appel à l'aide, que ce soit du soutien émotionnel, on parlait de groupes de parole, mais les groupes de parole pour les proches existent aussi, ou un soutien psychologique individuel. On n'a pas beaucoup de pouvoir comme proche sur l'évolution de la maladie, mais par contre, on peut un petit peu travailler les émotions qui nous traversent pour mieux les vivre, pour que ça ne nous déborde pas. Voilà, et pour apprendre aussi à vivre avec, à accepter, c'est tout un travail que doit faire chacun de son côté. Mais l'aide qui peut être sollicitée, elle peut être aussi plus matérielle. C'est peut-être, ben voilà, quand on apporte de l'aide à un proche et qu'on continue à avoir une activité, c'est peut-être de solliciter une aide ménagère pour un coup de main dans l'entretien du ménage. C'est parfois faire appel à un service transport quand il y a beaucoup de rendez-vous médicaux, d'aller-retour à l'hôpital. Voilà, il y a des services bénévoles ou des services professionnels qui peuvent assurer
des transports. C'est parfois demander à une assistante sociale, hein, de la mutuelle, de l'hôpital, un soutien pour les démarches administratives qui sont parfois complexes pour activer certains droits, certaines allocations, etc. Et finalement, pour l'un comme pour l'autre, on peut se demander pourquoi c'est si difficile de demander de l'aide, hein. Je pense vraiment que c'est humain. On aime mieux se débrouiller euh, soi-même. C'est pas facile de demander l'aide parce qu'on a envie de ne pas dépendre des autres. On n'a pas envie de devoir, hein, quelque chose à quelqu'un. On a envie d'être le plus autonome possible. Parfois, c'est difficile parce qu'on craint les jugements extérieurs. Si je fais appel à une aide ménagère, qu'est-ce que ma fille va dire? Mais enfin, maman, tu ne sais même plus entretenir ton ménage toi-même. Demander de l'aide pour le proche, c'est parfois difficile aussi parce que le proche qui connaît bien son proche aidé, son proche malade, pense parfois qu'il est le seul à pouvoir répondre à ses besoins. Il considère parfois, et c'est vrai pour la personne malade aussi, l'aide professionnelle comme une intrusion dans la vie, vie privée. Avoir une infirmière, avoir une aide ménagère, une aide familiale qui vient à domicile, c'est pas toujours gai parce que ces personnes arrivent chez soi dans notre propre maison et ben voilà, vont pas forcément faire les choses de la même manière que nous. On a chacun nos habitudes dans la manière de nettoyer et d'entretenir notre logement, dans la manière de cuisiner, les courses qu'on réalise, etc. Et donc déléguer cette tâche à quelqu'un d'étranger, un professionnel ou parfois à l'entourage, ben voilà, ça chipote parfois un petit peu. Parfois, l'aidant, comme la personne aidée, peut croire souvent à tort que les autres n'ont pas de temps à lui consacrer. Il veut pas les déranger, alors que, comme Marie-Paul Gillot le disait, souvent, c'est satisfaisant de rendre service à quelqu'un qui en a besoin. On se sent valorisé. Donc, il y a parfois des impacts plus négatifs, hein, auxquels il faut être vigilant quand on apporte de l'aide. Mais il y a aussi des impacts positifs. C'est parfois beaucoup d'aidants nous disent aussi que ça les a rapprochés de leurs proches, hein, de mieux le connaître, voilà, ce niveau finalement de relation plus proche qui s'est renforcé. Et puis finalement, demander de l'aide, il y a aussi une dimension un petit peu de l'éducation, de la culture, hein. Voilà, chaque famille a des valeurs qui sont parfois différentes. Certains sont habitués à déléguer, ben d'autres, c'est encore plus difficile. Alors maintenant, je voulais aussi dire un petit mot. Anne, tu m'arrêtes si le temps arrive à échéance, mais je voulais dire un petit mot. On arrive à la fin, oui, effectivement. Voilà, un tout petit mot parce que ce sont des personnes souvent un petit peu oubliées. Un petit mot sur les enfants, les adolescents, les jeunes adultes qui vivent dans le ménage de la personne malade. Parce que ces derniers aussi vivent la maladie avec parfois pas les codes des adultes pour comprendre la maladie, comprendre ce que vivent leurs proches. Ils ne sont souvent pas présents aux consultations avec les explications, etc. C'est parfois un petit peu tabou pour eux, hein. Ils n'en parlent pas à l'école avec leurs copains, copines, que papa, maman ou leur frère, leur sœur a ceci ou cela. Et donc, ils vivent vraiment une situation particulière, ils n'ont pas toujours de lieu pour en parler. Et donc, c'est vrai que c'est pour ça que maintenant, en Wallonie, ça démarre aussi, mais à Bruxelles, il y a déjà une association spécifique pour soutenir ces jeunes aidants et pour sensibiliser les professionnels de santé, mais aussi les professionnels dans le monde de l'enseignement, à tous ces jeunes qui vivent des situations particulières liées à une maladie ou à une déficience d'un parent ou d'un frère et d'une sœur. Et donc, parfois, ils vivent cette situation et des adultes sont autour d'eux et prennent en charge un peu les responsabilités de l'aide. Mais parfois, dans certaines familles, on peut imaginer les familles monoparentales notamment, finalement, ces jeunes, par la force des choses, apportent eux-mêmes un coup de main qui est parfois fort important et qui peut peser aussi sur leurs épaules et qui souvent sont pas la responsabilité d'un enfant ou d'un adolescent. Donc avoir cette prise de conscience qui arrive de plus en plus, hein, mais que voilà, il y a des aidants proches, adultes, mais il y a aussi des jeunes aidants proches. Et puis peut-être en une minute dire que il y a des solutions, il y a des choses qui existent. Je ne vais pas les détailler,
mais que ce soit dans le soutien émotionnel, les groupes de parole, quand ce soit dans les aides matérielles, mais aussi, comme je disais, dans les dispositifs pour articuler sa vie professionnelle et son rôle d'aidant. Il y a des choses qui existent, il y a des associations qui existent, évidemment les associations de patients. Voilà, l'ASBL Aidant Proche peut être un relais, une association qui peut aussi être activée. Donc voilà, je m'arrête ici. Un tout grand merci, Madame Brissac, pour ce regard différent sur la maladie, à travers ce rôle si particulier et méconnu qu'est celui des aidants proches. Je retiens la nécessité de se questionner sur le sens de l'aide que l'on donne, de prendre soin de sa propre santé quand on est aidant, d'arriver à demander de l'aide et de ne pas oublier les enfants et qu'il y a des ressources qui existent. Voilà, il y a un commentaire dans le chat qui nous remercie, qui vous remercie de ce webinaire très intéressant, de la bienveillance, des choses qui font du bien à entendre. Vous êtes des personnes formidables, vous dit-on. Il y a de la gratitude qui circule ce soir et je voudrais inviter Madame Gillot, Monsieur Waniffel, Monsieur Eckott à rallumer leur caméra pour le petit mot de la fin, et je voudrais inviter les participants à mettre dans le chat le mot de la fin pour se dire au revoir dans une interaction à travers le chat, voir quelles sont vos réactions, ce que vous avez envie de dire. Je ne vois pas d'interaction dans le chat. Ils sont timides, je pense. Prenons soin de nous. Voilà, je crois que les personnes acquiescent. Eh bien, s'il n'y a plus de réaction, Madame Gillot, Monsieur Waniffel, Monsieur Eckott, que l'on voit. Ah, mille merci, c'était magnifique. Courage à tous ceux et celles qui en ont besoin. J'ai pris conscience de pas mal de choses, surtout sur mon entourage. Merci de tout. Merci beaucoup. C'était magnifique, nous dit-on. Voilà. Eh bien, sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente soirée, un bon week-end.